Oldeson, vieux c'est notre fils. vieux son. Oldeson. Tu l'as, Thilo? Oui, Mathieu oui, oui, ça va. Oldson. Mathieu Olson, oui, je Ouais, l'ai. voilà, Merci. voilà, voilà. Alors, faut pas jeter la chaudière, l'ancienne chaudière, la vieille chaudière pour une neuve. Alors, notre professeur, jeune professeur Rorom Chantal est là avec nous, mais vieux collaborateur, là, hein? Bonjour, Maître Pierre. Je salue aussi tout le monde, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Je salue Maître Silou, Jean-Paul et notre nouveau collaborateur, Mathieu Mathieu Oldson. Ça, il faut Oldson. pratiquer sa diction Ah oui, pour y arriver. absolument, absolument. Et vous savez que c'est un petit jeune homme qui, je le dis encore là, avec, bon, jeune, qui s'habille à la jeunesse, selon la... Alors, messieurs, on va débuter avec ce dossier d'Israël et l'assassinat de Monsieur Haniyeh, qui est le chef du Hamas. Assassiné de quelle façon, messieurs? Dans le texte de la presse que je vous ai envoyé, une liste d'assassinats récents, plus ou moins récents, sur le compte d'Israël. Ça devient une façon de faire de la politique, n'est-ce pas? Et au moment où on a déploré, on a annoncé l'assassinat, Israël, jusqu'au moment où on se parle, n'a pas pris position, n'a pas... Israël est accusé, mais Israël n'a pas répondu à cette accusation et on devrait comprendre, puisque c'est l'ennemi numéro un d'Israël, que Israël en sait quelque chose. Il a été assassiné chez lui, en Iran, messieurs, et c'est un affront à la sécurité iranienne. Et il semble que l'opération a été montée depuis des mois et assassiné donc chez lui dans une explosion. Comment vous réagissez à ça? Thilo? Bon, déjà, je me dis, est-ce qu'il est nécessaire qu'Israël revendique cette action? Et il n'a pas été assassiné par quelqu'un avec un couteau, je ne sais pas. Il a été assassiné, c'est une frappe aérienne. Et je me demande de quel autre camp ou qui d'autre serait en mesure ou aurait intérêt à le faire. Excuse-moi, Thilou, à moins que je me trompe, il me semble qu'on parle pas de frappe, hein? On parle d'un assassinat, probablement une bombe placée à l'intérieur de la maison. Je ne sais pas si vous avez cette dernière information, parce que bon, ça peut nous manquer à un moment donné. Il me semble que ça a été un piège. Et donc, c'est une bombe qui aurait été placée et la fragmentation s'est faite au moment où il était dans la maison. Donc, il était vraiment suivi. Et on connaissait ses activités. Il venait justement de participer à l'assermentation du nouveau président iranien. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas vraiment d'autre camp ni... Israël est le seul et le grand bénéficiaire de cette action. Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire qu'Israël revendique cet assassinat. Et puis, de toute façon, les représailles promises seront de toute façon dirigées vers Israël. Moi, ce qui m'attire surtout dans cette histoire, c'est que ce sont des actions qui nous rapprochent un petit peu plus de cette escalade que l'on craint tant. Et à n'importe quel moment, en se réveillant un matin ou à n'importe quel moment de la journée, on peut apprendre qu'une autre action nous a balancé dans quelque chose d'irréversible dans cette zone. C'est ce que je crains. Je ne vois pas encore, même dans les discours, au début de la guerre avec le Hamas, on entendait parler, mais maintenant un peu moins. On entend moins de discours qui sont pour la désescalade. Et de jour en jour, on a l'impression que cette escalade-là, cette guerre plutôt généralisée dans la région se profile
Et moi, ça me fait peur, évidemment. Et puis, il faut aussi dire qu'on parle de moins en moins du sort de ces Palestiniens qui continuent de vivre l'enfer dans cette région. Professeur Chantal. Alors, cet assassinat peut inspirer, en tout cas pour moi, plusieurs commentaires. Maître Pierre mentionnait le fait que cet assassinat n'ait pas été commis par un missile de précision tiré à distance, et il a raison. Il y a une bombe ou des bombes qui ont été placées dans la résidence où M. Haniyeh devait séjourner, puisqu'il est basé en principe au Qatar, à Doha. Il était dans la capitale iranienne, à Téhéran, pour l'intronisation du nouveau gouvernement. Et donc, l'assassinat a été commis à un moment, quelques heures après cette intronisation, et à un moment où la capitale comptait encore avec la présence de beaucoup de dignitaires internationaux qui étaient les invités du gouvernement iranien. Alors, ce que ça pose comme question, tout d'abord pour le gouvernement iranien, au plan symbolique, c'est que probablement il y a des gens de l'intérieur qui travaillent, puisque la résidence pour inviter à Téhéran, c'est une résidence qui est vraiment hautement gardée par les gardiens du corps de la révolution islamique d'Iran. Donc, c'est une maison hautement protégée. Ça s'est passé comme ça, donc des questions pour le système de sécurité de l'Iran. C'est l'arrogance d'Israël qui est en train de dire personne n'est en sécurité, n'est à l'abri. Donc, des officiels du gouvernement ce jour-là auraient pu être atteints il y a cela. Au plan symbolique, encore, c'est que l'Iran ne serait même pas en mesure de protéger des alliés. Ismail Haniyeh était le visage le plus international, politique le plus visible du Hamas. Il était invité par Téhéran et il est assassiné en plein cœur de Téhéran, ce qui suppose que si l'on se rappelle la réaction de l'Iran lorsqu'il y a de cela quelques mois, un haut commandant de l'armée iranienne avait été tué par une frappe israélienne en Syrie, donc une frappe qui avait ciblé ce que l'Iran considère comme étant son consulat diplomatique en Syrie. Eh bien, la réaction de l'Iran, vous le rappelez, avait été de diriger une attaque inédite contre Israël sur le territoire d'Israël même, avec jusqu'à 300 drones, ce qui avait obligé les alliés d'Israël à se précipiter à son chevet pour renforcer son système de sécurité. Pourquoi je mentionne cela? Mais c'est que si une attaque contre le consulat iranien en Syrie, pas sur le territoire de l'Iran, avait provoqué une telle réaction inédite sur le territoire d'Israël, on devrait s'attendre à une réaction encore plus ferme de la part d'Iran, même si, je dois aussi m'empresser de le souligner, apparemment, avant d'attaquer Israël, l'Iran avait donné suffisamment de signaux à Israël que l'attaque était en cours. Manifestement, oui, je vais vous attaquer, mais je ne veux pas non plus une escalade, une guerre totale, donc je vous donne les moyens de votre défense. Je ne veux pas perdre la face, il faut que je vous attaque, mais vous êtes prévenus. Et la réaction d'Israël à l'époque démontrait aussi cette volonté de retenue. Israël avait lancé un missile sur le territoire de l'Iran à Isfahan, près d'un site nucléaire, mais n'avait pas frappé le site nucléaire. Donc, on est comme match nul. Les deux parties avaient démontré une capacité de dissuasion. Maintenant, en terminant, venons-en à l'objectif qui est poursuivi. Est-ce que ça permet à Israël d'atteindre quelque objectif que ce soit? J'ai aimé l'information que M. Pierre nous a envoyée par rapport à cela, et la liste n'est pas complète. Depuis des décennies, Israël a adopté une stratégie qui consiste à cibler les têtes de pont
d'un réseau immense, très très vaste de militants dans différents pays, ça n'a donné aucun résultat. Au lieu de rapprocher de la paix au Moyen-Orient, à chaque fois, Israël est en train de mettre le feu aux poudres. Alors, pourquoi le faire maintenant? Précisément, à un moment où Ismaïl Haniyeh était très impliqué dans les négociations sous l'égide du Qatar pour conclure un cessez-le-feu avec Israël. Pourquoi cibler Haniyeh alors que apparemment Haniyeh, qui était basé au Qatar, n'était même pas au courant de l'attaque du 7 octobre qui avait ciblé des civils sur le territoire israélien? Apparemment, il n'avait pas été informé et aujourd'hui, il est impliqué dans les négociations de paix. Donc, ça démontre une chose. Tout le monde veut de la paix au Proche-Orient, sauf Benjamin Netanyahou. Et donc, il s'agissait d'une attaque pour la consommation interne. Il s'agit donc d'une guerre, si je peux l'appeler ainsi, de diversion, étant donné qu'il est extrêmement illégitime, impopulaire, et que s'il perdait le pouvoir dans son pays, il finirait en raison de graves accusations de corruption en prison. Et donc aujourd'hui, il est en train d'allumer le feu partout au Proche-Orient, ce qui nous rapproche d'une guerre totale. Et je termine en quelques secondes en mentionnant que ceci étant dit, Israël a quand même réussi à occasionner des dommages importants à ce réseau, l'axe de résistance, y compris en assassinant en 2020 Mohsen Fakhrizadeh, qui était le cerveau du programme nucléaire iranien au moment où l'administration Obama venait de conclure en 2015 un accord sur le projet nucléaire iranien. Israël avait pris ses distances par rapport à ce programme, disant que l'Iran avait une stratégie secrète pour mener à bout ce programme et il avait fini par assassiner en 2020 Mohsen Fakhrizadeh. Donc c'est une stratégie qui peut rapporter des gains, mais qui met Israël de plus en plus en insécurité et la région au bord d'un risque d'embrasement aux conséquences insoupçonnables. Vraiment très bien et presque complet, hein, n'est-ce pas? On a presque touché tous les points, mais il faut en laisser aussi pour Mathieu. Hein? Mathieu doit avoir son mot à dire. Mathieu. Bah, tout à fait. Comme le texte que tu nous as envoyé le dit très bien là, c'est comme un éternel retour des choses. Ça fait plus de décennies que Israël a ce genre de rapport dans la zone en fait. Et comment dire, on a comme l'impression que l'humanité part en couille. Nous sommes au 21e siècle et il y a toujours un peuple sur Terre qui suit toujours son fantasme. Par exemple, sur une affaire d'une affaire de Dieu qui lui a permis d'être en pouvoir sur son territoire. Et voilà, moi je me suis dit, ben, c'est l'humanité qui part en couille. Et comment au 21e siècle, Israël puisse penser que c'est sa zone en fait, entièrement. Et la question retourne, est-ce que c'est pas l'humanité qui part en couille? Est-ce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce que, voilà quoi, est-ce que les bonnes questions se sont pas posées? Moi, je me dis simplement que ce sont des détails en fait. Ça fait plus de décennies que les mêmes choses retournent. Israël pose les mêmes actions, c'est les mêmes crimes. Et après, voilà quoi. Voilà. Et puis, Franz Voltaire nous a rejoint entre-temps. Franz Voltaire, comment ça va? Eh bien, rien ne va mal. Ça veut dire tout va bien? Parce que je devais arriver chez moi. Ouais, ben il faut un peu prendre le temps d'arriver chez soi, Franz. Alors, Franz, on est juste à regarder l'assassinat de Ismaïl Haniyeh par Israël. Assassinat spectaculaire qui soulève plusieurs questions. Et tout à l'heure, professeur Rorom a analysé, un peu tout le monde a analysé, mais Rorom nous a fait la démonstration, à savoir que Israël, bon, d'ailleurs même dans le texte, a pour principe d'éliminer ses adversaires par tous les moyens possibles et imaginables. Oui, mais c'est un principe utilisé aussi par les États-Unis. Les États-Unis dans la région éliminent
mais peut-être de manière beaucoup plus directe, n'est-ce pas? Des bombes qui sont lâchées, on cible un ennemi et on élimine l'ennemi. Et les États-Unis s'en défendent et puis prennent le crédit de l'élimination, par exemple, du cas de Oussama Ben Laden, n'est-ce pas? On a pris crédit et puis c'est normal, ça arrive. C'est une façon qui donne quel résultat? Je ne sais pas, Franz. Dans le cas, on a déterminé, Worom l'a dit, est-ce que ça fait avancer la cause d'Israël ou est-ce que ça fait avancer la cause de Benjamin Netanyahou? Bon, ce sont des pratiques bien avant Netanyahou. Et je crois que il y a même un ancien premier ministre d'Israël qui faisait partie de ces unités qui opéraient hors des frontières israéliennes. Et c'est une pratique, d'ailleurs, ce n'est même pas un secret, puisque dans ce cas précis, Netanyahou avait annoncé les couleurs. Bon, ça ne change pas vraiment la donne, puisque de fait, comme dirait quelqu'un, nous sommes tous mortels. Évidemment, ça a l'air spectaculaire d'opérer, non pas à Beyrouth, où là on sait qu'il y a des graves manquements à la sécurité, mais l'assassinat de Haniyeh pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, cela montre des failles dans le dispositif sécuritaire iranien, puisque dans cette banlieue nord de Téhéran, Haniyeh était sous la responsabilité des gardiens de la révolution. Secondo, je ne pense pas que dans le cas d'Haniyeh, c'est même pas une nouveauté. On avait éliminé, rappelons-le, pendant la guerre actuelle, on avait éliminé les enfants, les petits-enfants d'Haniyeh, presque toute sa famille. Donc, dans le cadre du Hamas, les gens le vivent aussi. Ils savent qu'ils sont tous menacés et ils le vivent comme dans une sorte de martyrologie, puisque ils auraient pu faire ça autrement, ne pas annoncer publiquement qui sont les responsables. Ils auraient pu faire comme certains mouvements clandestins l'ont fait en occultant les noms, mais ils le font publiquement. Je crois que quelque part, ça, et surtout aujourd'hui, ça a pour effet peut-être, d'abord, dans le cadre des otages, de mettre fin, parce que quand vous éliminez le principal négociateur, c'est très difficile de dire on va continuer quand même à négocier. Secondo, peut-être que les dirigeants du Hamas, dans ce cas précis, Haniyeh ne s'attendait pas qu'à ce moment précis, à Téhéran, il pouvait être atteint, mais il savait qu'il lui-même, il était visé par les services de sécurité israéliens. Rappelons-nous qu'il y a eu le cas de Méchal à un moment donné où Israël avait opéré à Amman et où les agents du Mossad avaient été arrêtés et Netanyahou, il était là, leur premier ministre avait dû envoyer un antidote pour un poison sous la menace du roi de Jordanie qui menaçait de rompre les relations avec Israël et d'enfermer ces agents du Mossad. Donc, ce sont des pratiques, à mon avis, ce qui fait problème, c'est pas ces pratiques. Ce qui fait problème, c'est que c'est l'impunité dont jouit, impunité internationale, dont jouit l'État et le gouvernement israélien. Je pense que c'est ça qui fait problème parce que c'est en violation des règles internationales, mais Israël a toujours violé dans son cas, toutes les règles internationales. Mais France, on a dit aussi tout à l'heure, Israël n'est pas le seul. Les États-Unis le font aussi, ciblent oui, mais les États-Unis, et tirent, n'est-ce pas? Il est très difficile dans le reste du monde de dire qu'on va rompre des relations avec les États-Unis. Ouais. C'est dans le reste du monde, il y a très peu de moyens de sanctionner les États-Unis. Mais l'autre chose aussi à analyser, France, c'est que, bon, même sur le territoire de la Syrie, lorsque Israël a osé s'en prendre à un étranger, n'est-ce pas?
l'Iran a un Iranien, mais sur le territoire de la Syrie, l'Iran a réagi très fortement. Maintenant, Oui, mais imaginez bon, aussi, sur le territoire de l'Iran, sur les mais là aussi, territoires. on a vu la même décision des États-Unis de dire on va renforcer nos moyens militaires au Moyen-Orient, et les renforcer, c'est pour assurer une plus grande protection à l'État israélien. On va augmenter notre déploiement aérien, anti-aérien et naval dans la zone. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Comme je l'ai dit, ce qui surprend, c'est l'attitude, par exemple, des pays arabes qui ont reconnu l'existence d'Israël, qui ont établi des ambassades à Israël et qui ont fait un silence. C'est un silence qu'on entend de très loin, même si leur opinion publique est contre. Mais ils n'ont pris aucune décision. Regardez que on a reconnu, malgré le fait que le Golan est un territoire appartenant à la Syrie, Donald Trump avait reconnu que le Golan appartenait à Israël. Regardez, c'était le même cas dans le cas du Sahara occidental. En échange de reconnaissance de l'État d'Israël par le Maroc, Donald Trump avait reconnu la légalité, entre guillemets, de la possession par le Maroc du Sahara occidental. La France vient de faire la même chose. Donc, il faut s'attendre que la politique, c'est le domaine du rapport international et le domaine essentiellement du rapport de force, et non malgré les apparences du doigt. Voilà, alors messieurs, nous allons faire la pause de la demi de l'heure. Au retour, messieurs, comme si on avait lu dans une boule de cristal, la semaine dernière, on a dit que sans conteste, c'est pas sans conteste parce que c'est très contestable et même contesté, mais sans l'ombre d'un doute, Nicolás Maduro allait se proclamer ou s'auto-proclamer président élu du Venezuela. Et puis voilà, c'est le cas. Et Maître Pierre. Oui. Un petit mot, oui. Juste avant, nous n'aurons pas le temps d'aller dans les détails, mais juste avant de refermer le chapitre moyen-oriental, mentionner qu'il n'y avait pas que l'assassinat quand même de Ismail Haniyeh, voilà. Il y avait l'assassinat à Beyrouth, au Liban, de Fouad Chokor, qui était un stratège, un commandant, un chef militaire du Hezbollah, qui, selon Israël, a été tué par une frappe, mais également à Gaza, dans la bande de Gaza, quelques semaines auparavant, au début du mois de juillet, le 12 juillet, qui aurait été tué. Donc, il y avait Mohamed Deif, qui était un fin stratège militaire. C'était lui qui était responsable sur le terrain des opérations du Hamas. Il aurait été tué, selon Israël, des informations qui n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Donc, ce qui fait craindre vraiment le pire, c'est-à-dire une escalade qui pourrait impliquer presque, donc d'ailleurs ils l'ont promis, tous les membres de l'axe de résistance qui inclut le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, des milices plus petites en Irak et en Syrie, mais bien évidemment l'Iran également. Alors on va faire la pause et au retour on parle de la réélection contestée au Venezuela de Nicolás Maduro. Restez là.